Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur de nos cellules pour parler du glucose, une molécule vraiment essentielle. Essentiel, oui, c'est le mot. C'est notre carburant principal. On va suivre son parcours de comment on l'obtient à comment on l'utilise. On s'appuie sur les infos de la fiche Le glucose, essentiel pour l'énergie et la vie cellulaire. L'idée, c'est de comprendre pourquoi il est si crucial et comment le corps gère tout ça. Oui, parce qu'on sait que c'est la source d'énergie numéro un, toutes nos cellules en ont besoin, mais bon, il y en a pour qui c'est vital. Absolument. Pensez aux globules rouges. Eux, ils ne savent utiliser que ça. Et le cerveau, un énorme consommateur. Et ce qui est fou, c'est que même les muscles, lors d'efforts intenses et courts, quand il n'y a pas assez d'oxygène, ils tournent uniquement au glucose. Exactement. Et c'est pour ça d'ailleurs que le taux de glucose dans le sang, ce qu'on appelle la glycémie, doit être hyper régulé. C'est très strict. Parce que trop ou trop peu, c'est dangereux, c'est ça? Voilà. L'hyperglycémie, c'est trop. L'hypoglycémie, pas assez. Les deux sont mauvais. Donc le corps a des systèmes assez complexes pour maintenir l'équilibre. D'accord. Alors, il vient d'où ce glucose qu'on a dans le sang? Il y a deux grandes sources. La première, c'est le corps lui-même qui le fabrique. L'origine endogène. Endogène, c'est-à-dire? Quand on est à jeun, par exemple, le foie, il va soit libérer le glucose qu'il avait stocké, ça c'est la glycogénolyse, soit il va en fabriquer du nouveau. Fabriquer du nouveau. À partir de quoi? La néoglucogénèse. Néo, nouveau, glucose, génèse, création. Ah oui, la création de nouveaux glucoses. Logique. Et l'autre source, c'est? C'est ce qu'on mange, bien sûr. L'origine exogène. Et les sucres simples, les sucres doubles comme dans le sucre de table, les sucres complexes comme l'amidon des pâtes ou du pain. Tout à fait. Et la digestion, avec les enzymes comme l'amylase, va tout découper en petits sucres simples, surtout du glucose, pour qu'on puisse les absorber. Et cette absorption, elle se fait où exactement? Majoritairement dans l'intestin grêle. Ce sont les cellules de la paroi, les entérocytes, qui font le boulot. Comment ça marche? Alors, c'est un système à deux étapes. D'abord, pour entrer dans la cellule intestinale, il y a un transporteur, le SGLT1. Il fait rentrer le glucose en utilisant du sodium. C'est un transport actif. Actif, donc ça demande de l'énergie. Oui. Et ensuite, pour passer de la cellule vers le sang, il y a un autre transporteur, le GLUT2. Lui, c'est passif, ça suit juste le courant si on veut. D'accord. Donc le glucose est dans le sang. Et là, là où ça devient vraiment intéressant, comment il rentre dans les cellules qui en ont besoin? Le muscle, le cerveau? Ah, voilà. Là, on parle d'une autre famille de transporteurs, les GLUT. GLUT pour glucose transporteur. Ce sont comme des portes d'entrée spécifiques sur les cellules. Et il y en a plusieurs types, c'est ça? Avec des rôles différents? Exactement. On en connaît plusieurs, GLUT1, GLUT2, jusqu'à GLUT5 au moins. Ils ne sont pas tous au même endroit et ne fonctionnent pas pareil. On peut parler de GLUT4. Il est important, non? Très important. On le trouve surtout dans les muscles et le tissu adipeux, les réserves de graisse. Sa particularité, c'est qu'il est dépendant de l'insuline. C'est-à-dire que sans insuline, Sans insuline, la porte GLUT4 reste fermée, ou presque. L'insuline, après un repas par exemple, va donner le signal pour que les portes GLUT4 s'ouvrent et laissent entrer le glucose pour le stockage. malin. Et le GLUT2 alors, celui qu'on a vu pour l'intestin? Lui, c'est différent. Il n'a pas besoin d'insuline, il a aussi une affinité plus faible pour le glucose, ce qui veut dire qu'il est surtout actif quand il y a beaucoup de glucose, typiquement après un repas. Et on le trouve où, ce GLUT2? À des endroits très stratégiques. Dans le pancréas, il agit comme un capteur. Il sent le taux de sucre et informe les cellules qui fabriquent l'insuline. Ah, donc il participe à la régulation de l'insuline elle-même. Exactement. Dans le foie aussi, il est crucial. Il permet au glucose d'entrer pour être stocké, mais aussi de sortir quand le corps a besoin de maintenir sa glycémie entre les repas par exemple. Foie, pancréas et ailleurs. Dans le vin, là avec d'autres transporteurs comme SGLT2 et SGLT1 GLUT1, il aide à réabsorber tout le glucose qui est filtré. Le but, c'est de ne pas en perdre dans les urines. Tout le glucose? Oui, normalement 100%, tant que la glycémie ne dépasse pas un certain seuil, autour de 1,80 g par litre. Si ça dépasse, le rein est saturé et le glucose... Ah, le rein passe dans les urines. Ce qu'on voit dans le diabète, par exemple. C'est ça. Et enfin, comme on l'a dit, il est sur la paroi intestinale pour l'absorption, donc un rôle vraiment central, ce GLUT2. Bon, alors notre glucose est enfin entré dans la cellule cible. Qu'est-ce qu'il devient ensuite? Il fait quoi, hein? Alors là, plusieurs destins possibles. C'est ça qui est fascinant. La première option, la plus évidente, l'énergie immédiate. Brûler le glucose pour faire de l'ATP, le carburant cellulaire. Voilà,
via la glycolyse, puis le cycle de Krebs s'il y a de l'oxygène. C'est l'utilisation courante. Deuxième option. Le stockage. Si on n'a pas besoin d'énergie tout de suite, le glucose peut être mis en réserve sous forme de glycogène. Ça se passe surtout dans le foie et les muscles. C'est la glycogénogénèse. Des réserves pour plus tard, quoi. Exactement. Troisième possibilité. Si les besoins énergétiques sont couverts et que les stocks de glycogène sont pleins. Qu'est-ce qu'on fait de l'excès? On le transforme en graisse. Le glucose est converti en acides gras qui sont ensuite stockés sous forme de triglycérides. C'est la lipogénèse. D'accord. Énergie, stock, graisse et autre chose? Oui, une quatrième voie, très importante aussi, la voie des pentoses phosphates. Ça sonne compliqué. Ça sert à quoi? C'est une voie métabolique qui utilise le glucose pour fabriquer deux types de choses cruciales. D'une part, du NADPH. NADPH? C'est une molécule indispensable pour fabriquer des acides gras, du cholestérol, mais aussi pour protéger les cellules contre le stress oxydatif. Et d'autre part, cette voie produit des sucres à 5 carbones, les pentoses. Et ces pentoses, ils servent à quoi? Ce sont les briques de base pour construire l'ADN et l'ARN, mais aussi d'autres molécules importantes comme certains coenzymes. Donc indirectement, le glucose est essentiel à la fabrication de notre matériel génétique. Incroyable. Donc, pour récapituler un peu tout ça, le glucose, c'est bien plus qu'un simple sucre qu'on brûle. Ah oui, largement. C'est le carburant central, son voyage est complexe, super régulé avec des portes spécifiques comme GLUT2, GLUT4. Et une fois dans la cellule, il peut devenir de l'énergie, une réserve, de la graisse, ou même participer à construire notre ADN. C'est exactement ça, une molécule à la croisée des chemins métaboliques. Impressionnant. Et ça amène peut-être à une réflexion finale, hein. Si on considère que ce seul glucose est impliqué dans l'énergie, le stockage, la fabrication de graisse, mais aussi dans la synthèse d'éléments aussi fondamentaux que l'ADN via ces pentoses, qu'est-ce qu'une simple perturbation de sa régulation, même minime, pourrait bien signifier pour l'équilibre global du corps? Ça va bien au-delà d'avoir juste assez d'énergie ou pas, tu vois. Oui, ça ouvre des perspectives beaucoup plus larges. Une question à méditer. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Avec plaisir. Bienvenue pour cette nouvelle exploration des sources. Aujourd'hui, on va regarder ensemble des documents assez pointus sur la façon dont notre corps gère le sucre dans le sang. Ça s'appelle l'homéostasie glycémique, un terme un peu technique. On a un texte principal, Régulation et homéostasie de la glycémie. L'idée, c'est de comprendre un peu mieux comment tout ça fonctionne. Et pourquoi c'est important? Le texte le dit bien, à jeun, normalement, on doit être entre 0,7 et 1,10 grammes par litre. C'est assez précis. Si on sort de là, ça peut vite devenir dangereux. Trop bas, c'est le coma hypoglycémique, et trop haut, sur la durée, ça abîme les organes. Donc ouais, c'est un équilibre vraiment vital. Alors comment le corps s'y prend? Le document parle d'un système complexe, avec plusieurs éléments, qui sont les acteurs principaux là-dedans. Oui, c'est vraiment comme une danse bien réglée, en fait. Les acteurs principaux, il y a d'abord les organes. Le foie, bien sûr, il est central. Le pancréas aussi, lui, c'est un peu le chef d'orchestre, le détecteur. Et puis les muscles, le tissu adipeux, qui stockent ou utilisent le glucose. Ensuite, les messagers chimiques, les hormones. Ah oui, les hormones. Voilà, l'insuline, qui fait baisser le taux de sucre, et son contraire, le glucagon, qui le fait monter. Il y en a d'autres, comme l'adrénaline, le cortisol, mais disons qu'ils interviennent plus dans des situations de stress ou d'urgence. Et tout ça, ça repose sur quoi? Sur des réactions chimiques bien précises dans nos cellules. Transformer le sucre, le stocker, le brûler. Tout ça. D'accord. Commençons par le foie alors, s'il est si central. Son rôle, c'est quoi exactement? Ah, le foie, il est incroyable. Après un repas, quand il y a beaucoup de sucre qui arrive dans le sang, il va le capter, ce sucre, et hop, il le met de côté. Il le stocke sous forme de glycogène. Ça, c'est la glycogénogénèse. C'est sa réserve, quoi. Une réserve. Et s'il y a vraiment trop de sucre? Alors là, s'il y en a vraiment beaucoup, il peut même le transformer en graisse. C'est la lipogénèse. Ah, carrément. Oui. Et à l'inverse, si on est loin d'un repas, si le taux de sucre baisse, le foie, il va puiser dans ses réserves de glycogène. Il le dégrade pour libérer du glucose dans le sang. Ça, c'est la glycogénolyse. D'accord. Il stocke et il libère. Exactement. Et s'il n'a plus de réserve de glycogène, il a un plan B. Il sait fabriquer du glucose tout neuf à partir d'autres choses, comme le lactate, qui vient des muscles, ou le glycérol des graisses. C'est la néoglucogénèse. C'est fou cette adaptabilité. Le foie gère le flux, mais il n'est pas le seul à stocker. C'est le tissu adipeux, nos graisses, il fait quoi lui?
Tout à fait. Le tissu adipeux aussi, il prend le glucose dans le sang. Lui, il le transforme surtout en triglycérides. C'est la forme principale de stockage des graisses. Et à jeun, quand on a besoin d'énergie, il fait l'inverse. Il déstocke, c'est la lipolyse. Et ça libère quoi? Ça libère du glycérol qui peut retourner au foie d'ailleurs pour faire du nouveau glucose et surtout des acides gras. Et ces acides gras, ils servent de carburant alternatif pour beaucoup d'organes. D'accord, je vois. Et les muscles? Le texte dit qu'ils consomment beaucoup de glucose. Ils ne peuvent pas relâcher ce glucose dans le sang pour les autres. Ah d'accord. Intéressant ça. Bon, on a les organes qui stockent, qui libèrent, qui utilisent. Mais qui donne les ordres? Qui surveille tout ça? Le pancréas, décrit comme un détecteur. Ça m'intrigue. Oui, c'est une super image, détecteur. Le pancréas, c'est vraiment le centre de contrôle. À l'intérieur, il y a des petits groupes de cellules, les îlots de Langerhans. Et là, au centre, il y a les cellules bêta. Elles ont des capteurs, comme GLU2, qui leur disent « Attention, le sucre monte !» Et dès qu'elles sentent ça, paf, elles libèrent l'insuline. L'insuline, l'hormone qui fait baisser. Voilà. L'insuline, c'est le signal qui dit au foie, aux muscles, au tissu adipeux « Ouvrez les portes, prenez le sucre, mettez-le en réserve ». C'est l'hormone hypoglycémiante. Et si le sucre baisse trop, alors? Alors là, ce sont d'autres cellules, les cellules alpha, qui sont plutôt sur les bords des îlots. Elles sentent la base de sucre. Et elles réagissent en libérant l'autre hormone clé, le glucagon. Le glucagon. Oui. Et le glucagon, lui, il fait le contraire de l'insuline. Il dit surtout au foie « libère le sucre que tu as en stock, fais remonter la glycémie ». C'est l'hormone hyperglycémiante. Donc en gros, c'est ce duo insuline et glucagon, piloté par le pancréas, qui sent le taux de sucre, qui fait l'essentiel du travail pour nous maintenir dans la bonne fourchette. C'est tout à fait ça. C'est une régulation très fine et très rapide qui s'adapte constamment au repas, à l'activité physique. C'est vraiment un système incroyablement bien fait. Ouais, quand on y pense, c'est assez bluffant. Un système aussi sophistiqué juste pour garder ce taux de sucre stable. Exactement. Et c'est pour ça que quand ça se dérègle, comme dans le diabète, soit le pancréas ne produit plus assez d'insuline, soit les cellules n'y répondent plus correctement. Et là, tout cet équilibre est rompu. Et on comprend mieux pourquoi ça a des conséquences sur tout le corps à long terme. C'est clair. Bon, pour finir, une petite question qui me vient en repensant à ce mécanisme de stockage. Le texte dit bien que l'excès de sucre peut finir en graisse, stocké par le foie et le tissu adipeux. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire à long terme pour cet équilibre si finement réglé face à nos alimentations modernes, souvent très riches en sucre rapide en fait? C'est une excellente question. Et elle ouvre tout un champ de réflexion sur l'impact de notre mode de vie sur ces mécanismes physiologiques fondamentaux. Clairement, ça met le système à rude épreuve. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur des documents passionnants concernant une hormone vraiment essentielle, l'insuline. Oui, absolument centrale pour notre métabolisme. La source principale, c'est un extrait d'un document qui s'appelle « L'insuline, hormone régulatrice de la glycémie ». Notre but, comprendre ce qu'est l'insuline, comment elle est fabriquée, libérée, et ses effets cruciaux. On va se concentrer sur elle, même si d'autres hormones jouent un rôle, bien sûr. Exactement. Et un fait assez étonnant pour démarrer, sa durée de vie dans le sang est hyper courte, 4 minutes. À peine 4 minutes, oui. C'est très bref. Allez, on décortique ça. Alors, pour commencer simplement, l'insuline, qu'est-ce que c'est? C'est l'hormone qui fait baisser notre taux de sucre dans le sang. On dit qu'elle est hypoglycémiante. Hypoglycémiante, d'accord. Et elle vient d'où? Elle est produite par le pancréas, plus précisément par des cellules spécialisées, les cellules bêta, qui sont regroupées dans ce qu'on appelle les îlots de Langerhans. Et elles se mettent au travail dès que le sucre augmente, c'est ça? Exactement, dès que la glycémie monte. Structurellement, c'est une protéine. Inseptide d'ailleurs, 51 acides aminés. Ah oui. Oui, organisée en 2 chaînes, la chaîne A et la chaîne B, qui sont reliées par des ponts de disulfure. D'accord. Et sa fabrication alors? Vous disiez que c'était un processus élégant. Oui, c'est intéressant parce qu'elle n'est pas faite directement comme ça. Elle passe par plusieurs étapes. D'abord, il y a une forme plus longue, la pré-pro-insuline. Puis ça devient la pro-insuline. C'est une seule chaîne en fait, avec 3 parties, A, B et une partie C au milieu. D'accord. Et ensuite, des enzymes spécifiques,
des sortes de ciseaux moléculaires viennent couper cette partie C, le peptide C, Ah, d'accord. ce qui laisse uniquement les chaînes A et B ensemble, et ça, c'est l'insuline active. Et ce peptide C, il devient quoi? Il est stocké avec l'insuline dans des petits sacs, des granules, en quantité égale. Et ce peptide C, il a une durée de vie plus longue, lui. Ah oui? Combien de temps? Environ 20 à 30 minutes contre 4 pour l'insuline. Du coup, c'est utile parfois en médecine pour savoir combien d'insuline le pancréas fabrique vraiment. Malin. Et qu'est-ce qui déclenche la libération de tout ça? Le sucre, on a compris? Oui, le glucose sanguin qui augmente, c'est le signal numéro 1, après un repas, typiquement. D'accord. Mais il y a d'autres choses aussi. Certains acides aminés, qui viennent des protéines, ou certains acides gras peuvent aussi stimuler la libération. Et c'est une réponse rapide, j'imagine. Très rapide et très sensible. Le pancréas réagit très vite. Il y a même 2 phases. Une première libération très rapide, un pic, mais bref. Et ensuite, une seconde phase, plus lente, mais qui dure tant que le taux de sucre reste élevé. Une sorte de réponse immédiate et puis une réponse de fond, quoi. C'est un peu ça, oui. Fascinant. Et si on zoome sur la cellule bêta elle-même, comment le sucre lui dit « vas-y, libère l'insuline ». C'est quoi le mécanisme? Alors là, c'est une belle petite mécanique cellulaire. Quand le glucose entre dans la cellule bêta, grâce à un transporteur spécifique, GLUT2, Ok. il est utilisé, métabolisé. Ça produit de l'énergie, de l'ATP. L'énergie de la cellule. Voilà. Et cette augmentation d'ATP, ça agit sur des canaux à potassium à la surface de la cellule. Ça les ferme. Ça ferme des portes, en quelque sorte. Exactement. Et ça change l'équilibre électrique de la membrane, ça la dépolarise. Cette dépolarisation, elle ouvre d'autres canaux, les canaux à calcium. Ah. Et là, le calcium entre massivement dans la cellule. C'est cette vague de calcium qui est le signal final. Le déclencheur. Oui, le déclencheur de l'exocytose, c'est-à-dire la fusion des granules qui contiennent l'insuline avec la membrane, et hop, l'insuline est libérée dans le sang. Waouh, c'est précis, comme un balai. C'est une signalisation très fine, oui. Bon, une fois qu'elle est libérée dans le sang, elle va où notre insuline? Elle fait quoi? Elle circule et elle va agir un peu partout, mais ses cibles préférées, ce sont le foie, les muscles et le tissu adipeuse, le gras. D'accord. Pour agir, elle doit se fixer sur des récepteurs spécifiques qui sont à la surface de ces cellules cibles, comme une clé dans une serrure. Et ce récepteur, il fait quoi une fois que l'insuline est fixée? C'est un récepteur un peu spécial. On dit à activité tyrosine kinase. En gros, il reçoit le message de l'insuline et le transmet à l'intérieur de la cellule pour déclencher des actions. Et c'est quoi le message principal? Le message, en gros, c'est « attention, il y a plein d'énergie qui arrive, il faut la gérer, il faut stocker ». L'insuline, c'est une hormone anabolique. Anabolique, c'est-à-dire? Qui construit, qui met en réserve. Et elle aussi anticatabolique. Elle empêche la destruction des réserves. D'accord, construire et protéger les réserves. Concrètement? Pour le sucre, elle aide les muscles et le gras à le faire entrer. Elle stimule son utilisation, la glycolyse. Elle favorise son stockage, surtout sous forme de glycogène dans le foie et les muscles. Et très important, elle dit au foie « stop ». Arrête de fabriquer du nouveau glucose. Ah oui, elle freine la production hépatique. Exactement. Elle inhibe la néoglucogénèse et aussi la dégradation du glycogène stocké, la glycogénolyse. Et pour les graisses et les protéines? Pour les graisses, elle pousse à la fabrication et au stockage, la lipogénèse. Et elle freine la production de corps cétoniques. Pour les protéines, elle aide les acides aminés à entrer dans les cellules et stimule la fabrication de nouvelles protéines, tout en freinant leur dégradation. Donc c'est vraiment l'hormone de l'abondance, de la mise en réserve après un repas. C'est exactement ça. Le grand chef d'orchestre du stockage de l'énergie. Impressionnant. Et après avoir fait tout ça, elle disparaît si vite, en 4 minutes, vous disiez? C'est ça. Mission accomplie. Elle est rapidement éliminée. Principalement dégradée par le foie, à peu près les 2/3. D'accord. Alors que le peptide C dont on parlait et la proinsuline qui peut aussi être un peu libérée, eux durent plus longtemps et sont surtout éliminés par les reins. Cette dégradation rapide, c'est important aussi, j'imagine. Ah oui, c'est crucial. Ça permet au système de revenir à l'état initial rapidement, d'être prêt pour le prochain signal. Ça évite que l'action hypoglycémiante ne dure trop longtemps. Logique. Donc si on essaye de résumer tout ça, l'insuline, c'est ce messager central, produit et libéré de manière très fine, très contrôlée, Oui, qui va orchestrer comment notre corps utilise et stocke l'énergie, que ce soit les sucres, les graisses ou les protéines, via des mécanismes cellulaires hyper précis, tout à fait. avant d'être très vite retiré du jeu. Voilà, c'est un régulateur métabolique absolument clé. Elle assure la transition entre l'état post-repas où on stocke et l'état de jeûne où on utilise les réserves. Ça montre une complexité et une finesse incroyables dans la régulation de notre corps.
C'est un bel exemple d'homéostasie, oui. Et ça m'amène à une dernière pensée, une question peut-être. Vu cet équilibre si précis, libération rapide, action ciblée, dégradation rapide, qu'est-ce qui se passe réellement au-delà de la simple gestion du sucre dans le sang, quand un tout petit élément de cette machinerie sophistiquée commence à dérailler? Quelles peuvent être les conséquences en cascade systémiques auxquelles on ne pense pas forcément tout de suite? C'est une excellente question, qui ouvre sur toute la complexité des maladies métaboliques en effet. Voilà de quoi réfléchir. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir. Bienvenue. Alors, aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment au cœur de notre métabolisme, hein. Les hormones qui gèrent notre sucre sanguin. Bonjour. Mais attention, pas l'insuline cette fois. On va explorer l'autre côté de la balance. Oui, tout à fait. On va parler de comment le corps fait pour augmenter le taux de sucre quand c'est nécessaire. Un mécanisme vital, en fait. Exactement. On a des documents qui expliquent ça très bien. L'idée, c'est de comprendre cet équilibre. Alors, comment ça se passe quand notre glycémie baisse? C'est là qu'intervient le glucagon, c'est ça? C'est ça. Le glucagon, c'est un peu le premier appelé à la rescousse, disons. C'est l'hormone hyperglycémiante principale. D'accord. Et c'est quoi concrètement? D'où ça vient? Alors, c'est une hormone peptidique, une protéine, quoi, produite par le pancréas. Pas les mêmes cellules que pour l'insuline, hein, ce sont les cellules alpha. Ah, d'accord. Et elles savent quand agir? Oui, elles ont des capteurs qui détectent la baisse du glucose dans le sang. Et hop, elles libèrent le glucagon. Sa mission, faire remonter ce taux de sucre. Ok, il sonne l'alerte. Et comment il s'y prend alors, pour faire remonter le niveau? Il a plusieurs cordes à son arc. D'abord, il cible le foie. Il lui dit « Hé, libère le sucre que tu as mis de côté. » Les réserves rapides. Exactement, le glycogène. C'est ce qu'on appelle la glycogénolyse. En gros, il casse le glycogène pour libérer du glucose direct dans le sang. Simple et efficace. Mais j'imagine qu'il ne fait pas que ça, si ça dure. Non, bien sûr. Si la baisse persiste ou si les réserves de glycogène sont un peu basses, le glucagon va aussi stimuler le foie à fabriquer du nouveau glucose. Fabriqué? À partir de quoi? À partir d'autres choses comme des acides aminés, qui viennent par exemple des protéines ou du lactate. C'est la néoglucogénèse. Néo pour nouveau, gluco pour glucose, génèse pour création. Ingénieux. Il ouvre le stock et il lance la production en même temps. C'est un peu ça. Et pour être sûr que ça marche, il freine aussi les mécanismes qui utilisent ou stockent le glucose. Il met un peu la pédale douce sur la consommation pour que le niveau remonte plus vite. Malin. Et il touche aussi aux graisses, apparemment. Tout à fait. Le glucagon stimule la lipolyse, c'est-à-dire qu'il pousse nos cellules graisseuses à libérer leurs acides gras. Et ça sert à quoi? Ces acides gras deviennent une source d'énergie alternative pour beaucoup de tissus. Ça permet de préserver le glucose pour ceux qui en ont absolument besoin, comme le cerveau ou les globules rouges. D'accord. Et il favorise même la production de corps cétoniques par le foie, à partir de ces graisses. Un autre carburant de secours, si on veut. C'est vraiment une orchestration fine pour mobiliser l'énergie. On voit bien son rôle central. Mais vous disiez qu'il n'était pas seul. Il y a d'autres hormones qui font monter le sucre dans le sang. L'adrénaline, par exemple? Oui, l'adrénaline. Elle est produite par les glandes surrénales, surtout en situation de stress aigu ou d'effort physique intense. C'est l'hormone du fight or flight, de la réaction immédiate. Le coup de fouet. Exactement. Et elle a des effets similaires au glucagon. Elle stimule le foie à produire du glucose, elle stimule la libération des graisses, mais elle a une petite spécificité en plus sur les muscles. Ah oui. Laquelle? Elle leur dit d'utiliser leur propre réserve de glycogène pour fournir de l'énergie très rapidement pour l'effort immédiat. Le glucagon, lui, agit moins directement sur le glycogène musculaire. Intéressant. Donc stress, effort, adrénaline pour l'énergie rapide. Et le cortisol alors? On l'associe souvent au stress, mais plutôt chronique, non ? C'est ça. Le cortisol est aussi produit par les surrénales, mais c'est un glucocorticoïde. Son action est plus lente, plus installée que celle de l'adrénaline. Lui aussi, il fait monter la glycémie. Comment ? Principalement en stimulant la néoglucogénèse dans le foie, donc la fabrication de sucre, et aussi il diminue l'utilisation du glucose par les tissus périphériques, comme les muscles ou le tissu adipeux. Un peu comme s'il disait garder le sucre pour le cerveau. D'accord. Et j'ai lu qu'il pouvait même dégrader des protéines. Oui, c'est un effet important du cortisol, surtout s'il est élevé de façon chronique. Il augmente le catabolisme protidique, c'est-à-dire la dégradation des protéines, notamment dans les muscles. Mais pourquoi faire ça? Ça semble
contre-productif. L'idée derrière, c'est de fournir les briques, les acides aminés, pour que le foie puisse fabriquer encore plus de glucose via la néoglucogénèse. C'est une stratégie de survie à long terme, en quelque sorte, pour assurer l'apport de glucose au cerveau. Mais oui, à long terme, un excès de cortisol a des effets délétères, notamment sur la masse musculaire. C'est vraiment un équilibre délicat. Et il reste l'hormone de croissance. Celle-là, je ne l'aurais pas forcément mise dans le lot. Eh bien si, l'hormone de croissance, la GH, produite par l'hypophyse, a aussi ce qu'on appelle un effet diabétogène. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'elle tend à faire monter la glycémie. Elle le fait de manière un peu indirecte. Elle réduit la sensibilité des tissus à l'insuline, donc le glucose entre moins facilement dans les cellules, ah oui, et elle favorise aussi l'utilisation des graisses comme source d'énergie, la lipolyse, ce qui épargne le glucose. C'est plus un effet sur le métabolisme général, lié à la croissance et à la réparation des tissus, mais ça contribue à maintenir la glycémie plus élevée. incroyable. Cette complexité. Donc, si on résume, on a l'insuline qui fait baisser le sucre, et de l'autre côté, tout un commando mené par le glucagon, Oui, avec l'appui de l'adrénaline pour les coups de speed, le cortisol pour le fond, et même l'hormone de croissance qui met son grain de sel. c'est exactement ça. Une véritable coordination hormonale pour s'assurer que notre corps, et surtout notre cerveau, qui dépend tellement du glucose, ne manque jamais de carburant. C'est un balai permanent. Et cet équilibre est fondamental. Absolument. Si on prend un peu de hauteur, on comprend pourquoi un dérèglement dans ce système est si problématique, que ce soit le diabète, où le sucre reste trop haut, ou l'hypoglycémie, où il descend trop bas. C'est cet équilibre fin qui est rompu. Ça montre bien à quel point notre biologie est sophistiquée. Bon, ça nous amène à une dernière petite réflexion, peut-être. Oui. Si on sait que des hormones liées au stress, comme l'adrénaline et surtout le cortisol, font monter la glycémie, qu'est-ce que ça pourrait impliquer sur le long terme, ce stress chronique qu'on vit beaucoup dans nos sociétés actuelles? Quelles conséquences métaboliques au fond?